Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Depuis le 10 juillet, ils sont détenus à Bamako. Qu'en est-il du sort des militaires ivoiriens retenus au Mali? Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur leur cas. Vers un trafic plus fluide pour se rendre à l'aéroport d'Abidjan. Ce mercredi, les travaux de l'échangeur Aquaba ont été lancés à Port-Boué. C'était en présence du Premier ministre Patrick Achi. Et puis Sadio Mané, l'attaquant star du Sénégal, pourra-t-il participer à la Coupe du Monde qui démarre dans 11 jours? Sorti blessé d'un match hier, le Sénégal s'inquiète. Détenu à Bamako depuis le 10 juillet, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur le sort des militaires ivoiriens. Il a qualifié leur détention de longue et difficile. C'était à l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État ce mercredi. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. Voici maintenant 4 mois que les militaires ivoiriens sont en détention au Mali. La voie du dialogue et de la diplomatie dans le règlement de cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali n'a pas encore donné les résultats attendus par les Ivoiriens en général et plus singulièrement par les familles des détenus. Devant l'impatience et l'inquiétude des Ivoiriens, le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres, présidé par le président de la République Alassane Ouattara, a exhorté les Ivoiriens à la patience et rassurer les familles des soldats détenus sur les efforts du gouvernement pour obtenir leur libération. En ce qui concerne la situation de nos soldats, la Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue, la voie de la concertation, la voie de la négociation. Et au cours des comptes rendus du Conseil des ministres, nous avons même appelé donc, nos concitoyens à la patience, et notamment les familles des victimes, à la patience et à avoir confiance au chef de l'État. Quand vous choisissez la voie du dialogue, quand vous choisissez la voie de la négociation, vous vous inscrivez d'une certaine façon en même temps dans la gestion du temps. Nous sommes convaincus, et quand le chef de l'État le dit, il n'y a aucun doute que nos soldats rentreront. C'est long, c'est difficile, mais les familles sont en contact avec le ministère d'État, ministère de la Défense, qui leur donne régulièrement donc des informations sur le moral de nos soldats qui sont détenus au Mali. C'est le 10 juillet dernier que des militaires ivoiriens en mission onusienne ont été arrêtés par les autorités maliennes et inculpés un mois après pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. En septembre, 3 femmes parmi les 49 détenues ont été relaxées pour raisons humanitaires. Le président de la République, Alassane Ouattara, est très optimiste sur la libération prochaine des 46 autres militaires. Une libération qui passera par la voie du dialogue et de la diplomatie. Les travaux de l'échangeur Aquaba ont été lancés à Port-Boué, un lancement en présence du Premier ministre Patrick Achi, prévu se terminer dans 30 mois. L'échangeur permettra de décongestionner le trafic dans la zone. Nadja Eja, Joseph Zécré. Dans quelques mois, le rond-point mythique du carrefour Aquaba fera place à un échangeur à 5 branches. Une infrastructure à construire dans le cadre des travaux d'aménagement prévus à ce carrefour. Les derniers comptages effectués montrent un trafic journalier moyen estimé à plus de 170 000 véhicules jour. Ceci montre l'importance du trafic à cet endroit. La première phase qui sera réalisée maintenant comprend la construction d'un ouvrage principal, donc qui va franchir le carrefour sur une longueur d'environ 395 mètres en 2 fois 2 voies. Ça veut dire que si vous quittez Koumassi pour aller vers Port-Boué et pour aller vers Grand Bassam, vous allez passer en haut sur un ouvrage pour aller directement en 2 fois 3 voies. Et en bas, il va y avoir un giratoire à 3 voies qui va permettre donc d'aller à Port-Boué, d'aller à l'aéroport et d'aller dans les autres endroits. Le coût global du projet est de 26,2 milliards de francs CFA et est financé par la Banque mondiale à travers le Pagoda, projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan. Il permettra à terme d'assurer un trafic plus fluide à ce point de jonction entre le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, l'autoroute de Grand Bassam et la voie express menant à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le carrefour Aquaba fait donc partie d'un vaste programme de fluidification des accès au port d'Abidjan. Cet ouvrage, en complément du système de gestion des flux de camions en cours de déploiement par le port autonome,
contribuera à réduire la congestion sur l'une des principales voies d'accès à la zone portuaire. Il devrait permettre en même temps une réduction de la traversée de la durée de déplacement pour les personnes se rendant à l'aéroport, à Port-Bouët et au-delà vers Grand-Bassam et le Ghana. C'est donc à juste titre que le gouvernement porte une attention particulière à ce projet. Sa position stratégique l'amène à accueillir une circulation de plus de 170 000 véhicules par jour. C'est véritablement considérable. Les travaux devront être achevés au plus tard en juin 2024 et certainement, grâce à la célérité de notre entreprise, beaucoup plus tôt que ça. En améliorant ne serait-ce que 20% de la mobilité à Abidjan, c'est 1% de croissance en plus que nous gagnerons ensemble. Environ 300 emplois seront créés lors de la construction de l'échangeur du Carrefour Akwaba, un projet d'envergure qui bénéficiera de 500 000 usagers directs chaque jour. Que se passe-t-il à l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, traverse une zone de turbulence ces derniers jours, des dissensions en lien avec le délibéré du conseil d'administration relatif aux candidatures au poste de président du conseil exécutif. Comment est-on arrivé à ce contentieux qui menace la tenue des assises du 11e congrès de renouvellement des instances dirigeantes? Élément de réponse dans ce reportage de la rédaction. Un vent de turbulence souffle sur l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. La pomme de discorde aux allures de crise post-électorale aiguë porte sur le verdict du conseil d'administration relatif aux requêtes et invalidations formulées par les deux listes, à savoir Union de toutes les générations, présentée par Jean-Claude Coulibaly, et Team Lance, conduite par Lanciné Touré. En une journée, deux communiqués contradictoires signés des membres du même conseil d'administration. Tombé la matinée, le premier signé du vice-président Yacoub Agbané sonne la fin des ambitions de Lance Touré de diriger l'UNJCI pour motif ainsi libellé. Kader Hanza Diomandé ne s'est jamais adressé à la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité professionnelle de journaliste professionnel pour faire connaître à cette structure son changement de statut. En conséquence, il ne mérite pas de figurer sur une liste candidate. Le rejet de sa candidature entraîne de facto l'invalidation de la Team Lance, conduite par Lanciné Touré. En fin de journée, c'est la controverse avec un second communiqué, signé du président du même conseil, Kolo Coulibaly qui rejette le précédent et justifie sa posture. Le président du conseil d'administration souligne la nullité de cette décision et explique que les délibérations étaient bel et bien en cours. Celle-ci achoppait sur un certain nombre de points. Le président du conseil d'administration a donc suggéré de se rapprocher du Conseil des sages, un organe statuaire de l'Union, pour un avis éclairé. Depuis lors, dans les différents états-majors, c'est la levée de boucliers à coups de poste, notamment sur les réseaux sociaux. Malgré les appels au calme du Conseil des sages, la tension enfle. De quoi compromettre la tenue du 22e congrès de renouvellement des instances, mais aussi et surtout l'organisation des Ebony, événements d'excellence annuel qui célèbrent les meilleures plumes, micros et voix du pays. À la rencontre d'artisans qui fabriquent des chaussures en Côte d'Ivoire. Ils sont bottiers ou encore cordonniers. Leur point commun, l'amour des belles chaussures et le désir de voir ce secteur grandir dans le pays. Nikema Moussa, Fulgence Kissiedou, Joseph Zécré. Pince, paire de ciseaux, machine à coudre ou machine à canon, de la colle forte, tant d'instruments qui permettent la réalisation d'une chaussure de qualité faite entièrement à la main. La chaussure, c'est un véhicule personnel. King Latif est un artisan chausseur de plus de 30 ans d'expérience. Pour lui, la chaussure est indispensable. La réalisation d'une chaussure commence déjà par le choix de la peaucerie, la peau. Les Ivoiriens, de plus en plus, se tournent vers les artisans qui font des chaussures localement. Parce que, comme je dis, ils ont acquis une certaine expertise. Et le travail est de plus en plus mieux fini. Pour King Latif, le marché de la botterie a un bel avenir. De ce fait, il invite les jeunes à s'y intéresser. Par ailleurs, son souhait, c'est d'ouvrir une académie dédiée à la fabrication de chaussures. Je me suis dit, c'est ici qu'il y a trop à faire. Donc, entre les années qui sont passées jusqu'à maintenant, je me suis toujours dit, il faut faire quelque chose pour pouvoir partager ce savoir-là. Et depuis tout le temps, ça a été mon leitmotiv, partager la connaissance. Mais maintenant, nous sommes dans le processus où nous sommes en train de formaliser
pour faire une académie de la chaussure et du cuir, pour faire aussi tout ce qui est autour du cuir. Comme King Latif, Charles exerce ce métier depuis 40 ans. Ici, c'est en moyenne 300 à 400 000 gagnés par mois. Pour Charles, la fabrication de chaussures répond surtout à une passion. Si la finition est bien faite, là, la personne, quand il voit là, il va porter, il va voir la différence. Donc, c'est sur ça, il va envoyer un autre client. Il faut aimer le travail. Moi, ce que je veux dire par la fini, ça dit que si tu veux faire quelque chose, tu vas prendre ton temps pour aller s'asseoir quelque part. Mais tu prends tout ton temps pour se respecter, pour faire une chaussure de matin au soir. Quelqu'un aimait ça là, mais tu vas s'en sortir. Au début, c'était un peu difficile. Avec les gars qui sont là, passe ici, fais ça là, passe ici. Pour moi, ce n'est pas pour moi. Non, c'est après, il dit non, le travail qui est là, tu quittes à la maison pour venir ici là. Si tu passes au sérieux, tu vas t'en sortir. Pour les adeptes de la botterie, le choix de la chaussure reflète un caractère unique de chaque individu. Lorsqu'on vient en magasin chez des personnes, on a cette chance de mélanger 3 chaussures en une. On peut dire que je veux telle couleur, mais dans tel modèle, et que dans le modèle, je veux qu'il y ait peut-être une boucle en avant, alors que peut-être à la boutique, ce n'est pas sûr d'avoir tout ce que tu veux regrouper dans une chaussure. Donc voilà pourquoi on préfère venir en boutique chez les créateurs, parce que là, on a quelque chose de spécial, une pièce unique pour nous. On peut dire que c'est moi qui ai eu l'idée qu'on fasse cette chaussure pour moi, parce que, comme on dit, tout le monde est unique, donc on veut aussi être unique dans tout ce qu'on porte, et surtout en matière de chaussures aussi. Chaque année, c'est entre 25 000 et 30 000 milliards de paires de chaussures qui sont produites dans le monde. Souliers, bottines ou tout autre modèle, la chaussure est un accessoire qui ne s'oublie pas. Et comme le dit King Latif, elle est une partie de notre personnalité. Et donc, à chacun sa pointure. Inviter les Ivoiriens à découvrir les rives et paysages du terroir, c'est l'ambition du photographe paysagiste Yves Nyangui. Il a présenté son exposition de 20 tableaux dénommés Rivages au plateau. Et c'était en présence de Nikima Moussa et Mathurin Badé. Communiquer sa passion, la photographie, à travers des tableaux du paysage ivoirien. C'est tout le sens de Rivages, une collection de 20 tableaux représentant des plages de Côte d'Ivoire. Pour son auteur, Yves Nyangui, c'est l'expression d'un amour de la photographie et le désir de partager cet amour. J'ai vraiment été motivé par le fait de vouloir partager avec les Ivoiriens, partager avec tout le monde déjà ce que je fais. Ensuite, partager un bout de la Côte d'Ivoire, emmener le tourisme en fait vers les Ivoiriens. Pour cette première exposition, Yves Nyangui veut participer à la promotion du tourisme ivoirien. Pour moi, être sur le rivage, c'est le commencement de tout. J'ai l'intention d'aller encore plus loin, de me proposer comme étant l'un des photographes qui arrive à proposer à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, une base de données, de photos réelles. Les participants sont sous le charme de ces réalisations artistiques. Vous avez un instrument qui permet de peindre la réalité, c'est l'appareil photo. Et voir ces genres d'expositions se multiplier, s'il n'y a rien de plus honorant, quoi. Je vois une contribution intéressante à la promotion du tourisme dans notre pays, à la promotion de nos plages. Je ne trouverais aucun mal à avoir un tel tableau dans ma maison, alors qu'en temps normal, je ne m'arrêterais même pas à regarder une vieille pirogue, quoi, encore moins penser à la photographie. Il y a cette capacité-là qu'il a de voir au-delà de ce que nous, on pourrait voir déjà à l'œil nu. Pour son auteur, Rivage est un bout de la Côte d'Ivoire qu'il est important de découvrir et d'avoir chez soi. Yves Nyangui promet œuvrer à inviter les Ivoiriens à découvrir chaque rivage de leur pays. Depuis lundi, des passionnés de football sont à l'espace Solbeni pour une formation de 3 jours délivrée par le programme FIFA for School, une formation qui a permis aux jeunes apprenants d'acquérir des fondamentaux pour développer leurs compétences. Nikema Moussa et Kimo Eric étaient à la clôture ce mercredi. Regardez. Balle au pied, passe, shoot. Nous sommes au programme FIFA Football for School dédié aux jeunes amateurs du ballon rond encore à l'école. Tenu sur 2 jours, ce programme, selon ses initiateurs, vise à la fois à développer chez les jeunes des talents footballistiques et des compétences de la vie. Vous savez que le football, même plus que l'éducation, est aussi un ascenseur social pour ces jeunes-là. C'est un rêve qu'ils caressent, mais la FIFA va au-delà en impliquant aussi les compétences de vie dans ce programme-là. Ça concerne les 4 à 7 ans, les 8 à 11 et les 12 à 14 ans.
Ce programme, au-delà des talents, va permettre d'élever le niveau du football ivoirien tout en développant des valeurs sportives chez les jeunes. L'opportunité de former des formateurs ivoiriens qui vont transmettre ces connaissances aux enfants. Nous, notre objectif, c'est de laisser à la jeunesse ivoirienne, qui est l'avenir de ce pays, des valeurs. Et les valeurs construites autour du sport en général et du football en particulier. Football for School apporte les valeurs positives du football dans le processus d'éducation et de développement de nos enfants. Il maintient une attitude positive et enthousiaste. Il met les enfants au défi d'une manière ludique et agréable et leur donne les moyens pour prendre leurs propres décisions et assumer des responsabilités. Les enfants bénéficiaires de ce programme sont bien conscients de l'opportunité que cela représente. J'ai appris que le foot est très bon pour la santé. De 1 et de 2, ça améliore le mental des gens. J'ai appris beaucoup de trucs avec mon équipe, le groupe et mes coéquipiers. Débutée ce lundi pour 2 jours à l'espace Seul Béni, cette formation a renforcé les capacités techniques des entraîneurs et des joueurs. Sont concernés les enfants de 4 à 14 ans. Toujours dans le sport, l'attaquant vedette du Sénégal, Sadio Mané, sera-t-il au prochain mondial? C'est la question que se pose son pays d'origine. Le vice-ballon d'or est sorti hier sur blessure lors d'un match de championnat avec son club, le Bayern de Munich. À quelques jours de la Coupe du Monde, le pays retient son souffle dans l'attente d'examens complémentaires de la star sénégalaise Salif Alekwe. La Coupe du Monde, c'est un tournoi qui fait rêver et qui m'a toujours fait rêver, même étant jeune. Et aujourd'hui, j'ai la chance de peut-être jouer dans un mois. Sadio Mané serait-il forfait pour la Coupe du Monde 2022 qui s'ouvre au Qatar le 20 novembre prochain? Le Sénégal, jusqu'au sommet de l'État, retient son souffle dès la sortie de Sadio Mané à la 21e minute lors de son match contre le Werder Brême. Une blessure qui intervient à 3 jours de la communication de la liste du Sénégal pour le Mondial Qatar 2022 du 20 novembre prochain. Plusieurs réactions enregistrées, dont celle de Macky Sall, président de la République, et le célèbre artiste Youssou N'Dour à travers des tweets. Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder de Brême. Comme je te l'ai dit, Sadio, cœur de lion, de tout cœur avec toi, Dieu te bénisse. L'homme propose, Dieu dispose. Que Dieu te redonne un prompt rétablissement champion. À son tour, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, s'est dit inquiet de l'état de santé de l'attaquant du Bayern Munich. Imaginez que la France perde Benzema, on croise les doigts. On est inquiet depuis les nouvelles qui nous sont parvenues hier. L'inquiétude est également partagée du côté de la presse sportive sénégalaise. Cette information a créé une sorte d'onde de choc. Et ici, pas seulement au Sénégal, mais je crois bien que du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti. Vendredi, le sélectionneur Aliou Cissé doit annoncer la liste des joueurs retenus pour ce rendez-vous mondial du football. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne, débat, bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.